Bonjour et bienvenue à Hockey Magazine encore cette semaine. Salut, Danny. Ça va bien, Jasmin? Ça va bien, merci. Cette semaine, Danny, on retourne au gymnase avec notre préparateur physique, Stéphane Dubé, qui va nous parler de force abdominale. Et on va également, avant d'aller voir Stéphane Dubé, aller parler avec Karel Aymar, joueuse de hockey professionnelle et également chef de produit chez Sportlogiq, la firme de statistiques avancées qu'on a découvert un petit peu plus la semaine dernière. De mon côté, on va travailler sur la glace, sur l'aiguillage. Alors, les changements de direction et vraiment pour surprendre l'adversaire, faire reculer la défensive, créer de l'espace en créant cette fameuse confusion qu'on cherche tant à exploiter par la suite offensivement. Manquez pas ça, c'est une bonne chronique sur la glace. Hockey le magazine, c'est parti dans un instant. Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captoner, hygiène du sport. Captoner passe à l'action. Le Hockey, le magazine, pour un accès inédit à vos joueurs préférés. La semaine dernière, on a eu le plaisir à Hockey le magazine de connaître la firme Sportlogiq, une firme de statistiques avancées qui présente à toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey plusieurs statistiques avancées. Cette semaine, on a le plaisir de s'entretenir avec Karel Aymar, qu'on connaît comme joueuse de hockey, mais qui travaille également chez Sportlogiq. Ça, c'est un côté qu'on connaissait un peu moins de toi. Merci d'être avec nous d'abord, Karel. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Karel, parle-nous un peu du travail que tu fais, parce que tu travailles avec toutes les équipes de la Ligue nationale, ce qui est quand même assez impressionnant. Toutes les équipes qui travaillent avec Sportlogiq passent par toi. Oui, donc je suis en charge du produit, dans le fond, tout ce qui est la plateforme que les équipes utilisent pour évaluer leurs joueurs, évaluer la performance de leur équipe, puis même aussi évaluer les prospects qu'ils vont avoir, dans le fond, pour monter. Donc, tout ce qui passe à travers ou qui vient d'une équipe en tant que telle, un coach, un DA, un analyste, dans le fond, ben je le reçois, je fais un processus, dans le fond, de priorisation, puis on développe les nouveaux atouts, les nouveaux projets, les nouveaux filtres qui vont être mis là-dedans, les tableaux, de la façon qu'on va le digérer pour les mettre vers les coachs, qu'eux peuvent l'utiliser, cliquer simplement sur 2-3 boutons, puis avoir une playlist qui est faite pour eux. Donc, notre but, c'est vraiment de les aider à être plus efficaces dans leur travail. Justement, en tant que joueuse un peu, parlons-en un peu de cette carrière de joueuse. Est-ce que tu as l'impression que tu vois ça différemment depuis que tu fais le côté des statistiques avancées? Est-ce que sur la glace, tu te dis hey, ça va rentrer dans l'intelligence artificielle? Oui, un peu. Bien, écoute, je n'irais pas jusqu'à dire que je vais me faire analyser d'un certain côté, mais je te dirais que ça a changé quelques aspects de ma game. De savoir que certaines zones sont plus propres à peut-être me permettre d'avoir une meilleure chance de marquer. Je vais rentrer dans cette zone-là plus, où je vais prendre le step qui est un peu plus peut-être dangereux ou qui me permet d'avoir une meilleure opportunité de chance de marquer, ou je vais faire un jeu un peu plus safe en sachant que si je me positionne d'une telle façon, j'ai plus de chances de bloquer un lancer. Des choses qu'on voit, dans le fond, ou qu'on sait, nous, en tant que joueurs ou joueuses. Mais c'est sûr qu'il y a certains aspects côté offensif qui viennent aider ma game un peu, je crois. J'aimerais profiter de la chance qu'on a de t'avoir un peu avec toi pour parler en terminant de hockey féminin un peu. Comment vous avez vécu l'année 2020 en général? Je pense que ça avait commencé avec une belle nouvelle quand même d'obtenir le don que vous avez eu d'1 million de dollars. Mais outre cela, comment ça s'est passé pour vous dans le hockey? Oui, bien écoute, je te dirais que dans le fond, en tout et partout, on a été pris par surprise un peu comme tout le monde. On était bien préparés pour la saison 2020-2021. Des beaux showcases, des beaux tournois qui allaient se faire à travers les États-Unis et le Canada. On s'entend qu'avec la pandémie, puis d'être bloqué à travers les douanes, c'était pas nécessairement possible. Ouais. On s'attend à la belle nouvelle qu'on a eue, dans le fond, au mois d'octobre-novembre, vis-à-vis Secret, qui s'est joint à nous en tant que supporters majoritaires. Là. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du hockey féminin, un espèce de sponsorship de 1 million de dollars comme ça, un soutien qui vient nous dire à nous que oui... lâchez pas, puis continuez. Oui, exact, lâchez pas, puis que les gens sont là pour vous supporter dans le hockey féminin, puis on y croit. Je pense que ça a été aussi un boost d'énergie à travers ce magnifique temps pris chez nous, à ne pas pouvoir s'entraîner comme tout joueur de hockey peut le faire en général. Donc ça a été un boost extrême. Puis c'est sûr que l'année est différente, mais c'est quelque chose qu'on va mettre un peu dans nos livres. Les gens, je te dirais que les gens ou les athlètes, les Olympiens même, ont la chance de maintenant juste focusser sur être un humain, pas nécessairement juste un athlète. Donc d'être balancé un peu plus, de faire des choses qui
sont pas reliés au sport, puis de découvrir des nouvelles passions aussi. Fait qu'on essaie de rester positif à travers ça, ou on a essayé de rester positif à travers la pandémie, ça c'est sûr. Karel, c'était un plaisir de te recevoir. Bon succès avec le hockey, bon succès avec ce que tu fais également chez Sport Logique. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Cette semaine, à notre question de la semaine, on vous parle de Jean Béliveau, puisque, mesdames et messieurs, il y a 50 ans aujourd'hui, le 20 février 1971, M. Jean Béliveau devenait le deuxième de l'histoire de la Ligue nationale à inscrire 1200 points en carrière. Évidemment, ça a été un gars, Danny, avec lequel tu as grandi en appréciant le hockey. En fait, je vais admettre quelque chose là, de... moi, je n'avais pas le droit de regarder le match au complet. C'est parce que ça finissait tard, tout ça, puis il fallait se coucher. Ça fait que mon père avait une espèce de ce qu'on appelle les lazy boys, là, ou avec un truc qui... Et moi, j'attendais que mon père s'installe comme il faut pour regarder la deuxième période, et j'allais me cacher en dessous du lazy boy. Bien là, il fallait absolument qu'il garde ses pieds dans les airs. Comme ça, moi, je pouvais voir la TV en plongée. J'étais vraiment en dessous. C'était un peu risqué parce que s'il décidait de refermer le truc... tout pour voir le match de hockey. Mais j'étais prêt à prendre ce genre de risque pour voir Jean Béliveau, que j'ai vu marquer son 500e but contre les Stars du Minnesota à l'époque. On se demande donc cette semaine combien de points Jean Béliveau a-t-il amassé en 1125 parties en carrière dans l'uniforme du Canadien de Montréal? Est-ce A, 1219, B, 1319 ou C, 1419? La réponse après la pause. On vous demandait avant la pause combien de points a amassé Jean Béliveau en carrière dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a disputé 1125 matchs, tous avec le Canadien de Montréal. La réponse est A, 1219. En fait, l'année 1970-71 a été la dernière de la carrière de Jean Béliveau et il a fait partie vraiment d'une dynastie pour le Canadien de Montréal. 10 Coupes Stanley. On parle beaucoup évidemment des 11 de M. Henri Richard. Les 10 de Jean Béliveau font également partie de l'histoire du Canadien. Oui, absolument. Puis parmi les plus grands ambassadeurs chez le Canadien de Montréal, c'est le capitaine des capitaines. Il n'y a pas un joueur qui a mieux représenté ce qu'était le Canadien de Montréal, pas seulement sur la patinoire, mais on sait à l'extérieur tout ce qu'il a fait. Les visites dans les hôpitaux, c'est M. Béliveau qui est l'instigateur de ça. Il y a eu beaucoup de choses que M. Béliveau a fait qui, encore aujourd'hui, rayonnent partout dans la province. Et c'est un homme qui avait un aura tellement particulière également. Merci beaucoup, Danny. De retour cette semaine au Centre Perform Plus de Boisbriand pour une autre capsule de préparation physique avec Stéphane Dubé qu'on a retrouvé tout au long de la saison. Et cette semaine, on va parler de préparation au niveau des abdominaux. Effectivement. On dit tout le temps que tu vois la force d'un athlète entre le sternum et les genoux. Donc, il y a les abdos qui sont là-dedans. Les abdominaux, très importants. Pourquoi? C'est ce qui vient stabiliser le corps, c'est ce qui vient stabiliser le bassin, c'est ce qui va t'aider à maximiser la force de tes jambes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, on va proposer 2 exercices. Il va y avoir un exercice qui va être un peu plus en stabilité. Il va y avoir un exercice qui va être en renforcement. Puis même, on va même apporter des variantes et des progressions pour pouvoir s'adapter en fonction de tous et chacun à la maison. Depuis le début de la saison, ce que tu nous as présenté, il y avait souvent ce genre de choses-là, les courbes de progression. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu mises beaucoup dans tes temps d'entraînement. Effectivement, parce que c'est important d'avoir une progression pour nos athlètes et pour l'auditoire aussi qui est avec nous. On a des jeunes PEWE, on a des bantams, on a des midgets. Donc, en fonction de la clientèle, on doit s'adapter. Et c'est pour ça qu'on donne des différentes progressions, différentes options, aussi en fonction de l'équipement qui est à la disponibilité de tous et chacun. On va aller regarder ça à l'instant. Comme premier mouvement, on a des mouvements de rotation, un mouvement abdominal en renforcement. Ce que j'aime de ce mouvement-là, c'est qu'il est très spécifique aux joueurs de hockey, parce que le joueur travaille beaucoup au niveau des rotations, au niveau des lancers, au niveau des mises en échec. C'est très important. Mais surtout, on voit que l'athlète doit être bas sur ses jambes en position athlétique. Et c'est une position qu'on demande tout le temps à nos joueurs d'avoir sur la glace pour maximiser leur force, maximiser leur puissance. Donc, le mouvement d'abdominaux qu'on a là vient chercher la composante très spécifique du hockey. Le premier exercice, c'était plus en renforcement. Là, ici, on arrive en torso press. Donc, on est plus en puissance. On va demander à Philippe de générer plus de vélocité que le premier exercice. Le premier était plus en contrôle, tandis que là, c'est vraiment explosivité. Membres inférieurs sont sollicités, transfert au niveau des abdominaux. Un exercice complet, parce que même le haut de corps est sollicité dans cet exercice-là. Comme premier mouvement, on a la planche latérale que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu ce genre de mouvement-là. Ce que j'aime bien, c'est y ajouter une petite saveur personnelle qui vient
ajouter un niveau de complexité plus élevé. Donc, mouvement latéral de la jambe qui est au-dessus. La sollicitation est beaucoup plus complète. Comme deuxième option, on est encore avec la planche latérale, sauf qu'on va se servir du bossu. Donc, on va créer un peu plus d'instabilité qui augmente le niveau de difficulté. Si tu maîtrises bien l'exercice, tu peux continuer à faire le mouvement avec la jambe. Donc, mouvement qui est quand même assez complexe et très complet. Comme dernier exercice, je vous propose la planche Copenhagen. Le mouvement que je considère qui est vraiment très, très, très spécifique en stabilité pour le joueur de hockey. Pourquoi? C'est qu'on va travailler les adducteurs et les abdominaux qui apprennent à travailler ensemble. Puis, veux pas quand tu es sur la glace, c'est que c'est deux systèmes qui doivent collaborer pour te stabiliser au maximum. Si l'exercice est trop difficile à la maison, une variante, tu peux t'approcher, tu mets une plus grande portion de ta jambe sur le banc, fait que ça augmente le degré de difficulté, mais c'est encore un exercice qui est très, très, très efficace. Plus tu progresses, mais tu te tasses graduellement pour éventuellement avoir seulement ton pied sur le banc. Stéphane, on vient de voir plusieurs exercices qui, oui, ont travaillé sur le côté abdominal, mais ont également travaillé sur beaucoup d'autres choses au fil de ces exercices-là. On les a rendus plus compliqués. Effectivement, parce que moi, comme j'explique tout le temps, un athlète, il faut qu'il soit fort des abdominaux, oui, mais la réalité du sport, tes abdominaux ne travaillent jamais seuls. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à travailler avec les adducteurs, il faut qu'ils apprennent à travailler avec les lombaires, il faut qu'ils apprennent à travailler avec l'ensemble de ton corps. Quand tu travailles tes jambes, tes abdominaux sont sollicités. Fait que si tu veux développer l'athlète complet, il faut que tu sois capable de l'exposer à ces situations-là en préparation physique. Donc, dans le gymnase, tu vas travailler ces composantes-là. Fait que, oui, les exercices, exemple, faire des crunchs sur un ballon, c'est très efficace. Mais pour être sûr qu'on met ça dans un contexte sportif optimal, on doit rendre la situation plus complexe comme on le fait aujourd'hui. Ça fait partie de ton travail aussi comme préparateur physique de vraiment axer le développement de l'athlète selon le sport dans lequel il évolue aussi. Effectivement, puis pour la cause dans laquelle on parle aujourd'hui avec le hockey, bien, les jambes travaillent avec les abdos avec le haut de corps. On a donné un exercice où les jambes, abdos et haut de corps travaillent ensemble. C'est la réalité du hockey. Une bagarre 1 contre 1, tu sers de tes jambes, tu sers de tes abdos, tu sers de ton haut de corps. Il faut que tu sois capable d'exposer le joueur à ces situations-là. Puis c'est en le faisant en gymnase, en le préparant adéquatement, qui va être efficace sur la glace. Et en général, les abdominaux font quand même partie des parties du corps les plus sollicitées par l'effort physique que demande le hockey en général. Effectivement. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue cette semaine à notre chronique sur l'équipement. Éric, bonjour. Aujourd'hui, des pièces d'équipement autour, en fait, de l'entretien et l'utilisation du patin. Oui, effectivement. C'est probablement ma chronique favorite de la saison parce que j'aime beaucoup les patins. Donc, puis on ne s'attarde jamais sur les accessoires qui vont améliorer la performance, la durabilité ou juste des lames en cas d'extrême urgence pendant une partie. Donc, c'est vraiment des choses importantes qu'on va discuter. Bien, déjà au départ, tu nous parles souvent des efforts technologiques qui sont investis en plus des dollars par les différentes compagnies pour justement avoir une performance optimale. Et on le sait, là, dans les patins monocoques, les matériaux utilisés, la technologie déployée, ça s'est grandement amélioré. Et évidemment, bien, si tu as un bon patin puis un patin performant, tu veux maintenir ce niveau de performance-là le plus longtemps possible en entretenant très bien le patin. Mais je sais aussi que le contact avec la lame est important. Effectivement, surtout sur le confort puis la performance de ton pied, comme qui fait le lien? Le lien avec le patin. Donc, les semelles dans les patins sont généralement de très bonne qualité, mais Superfeet, on en parle souvent, c'est vraiment le leader dans les semelles. Ils vendent des millions, des dizaines de millions de semelles dans plusieurs disciplines. Puis, c'est vraiment un investissement dans votre patin. Quand vous allez en magasin, essayez vos 2 patins avec la semelle standard, puis une semelle de performance Superfeet. Bauer, CCM en font des similaires aussi. Ça fait vraiment toute la différence. Je vois à l'arrière l'arc du pied déjà, donc c'est important pour avoir une bonne répartition du poids sur la plante du pied, exact. Évidemment. Et à l'intérieur, il semble y avoir des petits braquets là, pour assurer qu'on a une meilleure réponse
lorsqu'on utilise les quarts. C'est bien ça? C'est en plein ça. Donc, ça fait comme je dirais pas un prolongement de ton pied, mais ça améliore le point de contact, dont le transfert d'énergie est supérieur avec une semelle qui est appropriée selon ton pied. Donc, ça vaut la peine et j'aime bien ta proposition de mettre une lame, un coussin standard, c'est-à-dire une semelle standard d'un côté, puis de mettre celle-ci de l'autre. Au moins, on a une idée là, avant, puis évidemment, flexion de genoux, bouger pour essayer de voir comment le patin va réagir. Oui, puis ça fait vraiment une différence. Ensuite, je regarde que tu nous as amené une protection spéciale pour les lames. Oui, souvent, dans mon jeune temps, moi, je prenais une paire de bas de hockey en laine, puis je mettais ça sur mes patins. C'est ça. Puis ça faisait le travail, mais c'était pas optimal. C'est très important d'avoir des protège-jambes qui sont de qualité, puis que tu peux venir à te déplacer sur tes patins pour arriver à l'aréna, ou même entre les matchs, il y a une petite substance à l'intérieur qui fait sécher ton patin en même temps. Donc, vraiment une très belle qualité à l'intérieur et l'espèce de zone caoutchoutée qui est un peu comme un pneu de voiture, en fait. Exactement. Donc, ça aide au niveau de la traction, ça glisse moins. Donc, vos enfants, lorsqu'ils se déplacent dans l'aréna, c'est moins dangereux de se faire mal aussi, évidemment. Tout à fait d'accord. Tout en protégeant la lame. Ça protège les lames, exact. J'ai vu également, parlant de lames, que tu nous as amené un petit coffret ou une espèce d'étui à lame, voilà. Un étui à lame, exactement. En fait, depuis peut-être 5-6 ans, les Bauer, CCM et maintenant True font des lames interchangeables très rapidement. Donc, le but de ça, c'est de tout le temps avoir une deuxième paire de lames dans son sac. Si tu as un problème en milieu de match, évidemment, la paire de lames doit être déguisée. C'est un problème au milieu du match. Tu rentres dans la chambre, tu vas au banc, ton entraîneur peut changer la lame en quelques secondes. Là, je vais poser une question qui peut sembler bien banale, peut-être pour des jeunes qui nous écoutent. Mais la lame, est-ce que c'est possible de l'aiguiser lorsqu'elle n'est pas sur le patin? Oui, tout à fait. Oui. On peut aiguiser les lames sans patin ou avec patin, ça ne fait pas vraiment de différence. On est équipé pour faire ça. OK. Puis ensuite, évidemment, pour l'entretien, une pierre comme on a l'habitude de les avoir. Eux, même avec la technologie, même comme dans mon temps. Non, même chose. Tout évolue pour maximiser la performance et la durée de vie des produits. Encore ici, Always avec une pierre à patin de haute qualité qui peut aider à corriger des petits problèmes sur vos lames en milieu de match ou avant un match, tu n'as pas eu le temps de faire exister tes patins. Donc ça, c'est vraiment il faut absolument avoir ça dans son sac. Alors, la semaine prochaine, on va entreprendre ensemble le premier de 3 segments sur l'équipement de gardien de but. Oui. La chronique Sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. Bienvenue encore cette semaine à la chronique Sur la glace. Cette semaine, je veux vous parler de l'aiguillage. Qu'est-ce que c'est l'aiguillage? C'est les changements de direction en revenant vers le centre et pour un peu déstabiliser l'adversaire, pour le décontenancer. Pour ça, il faut être imprévisible. Alors, revenir vers le centre, changer de direction, ça implique de faire croire quelque chose à l'adversaire, de s'assurer que la feinte soit efficace. Voyons ce que ça donne lors des enseignements de notre entraîneur. Si on fait la passe trop tôt dans la même direction tout de suite, fais ta passe comme tu as fait tout à l'heure, le défenseur va tout de suite lire qu'il va y avoir un changement de direction qui va se faire, donc on ne sera pas attiré. Si, par contre, on recommence, et ce qu'on veut, c'est laisser la rondelle dans l'espace libre, dans la direction que le joueur s'en vient pour attirer. Donc, si le défenseur s'en vient et on attire la rondelle de l'autre côté, boum, là, je viens d'être battu par le défenseur. Ouais. Donc, c'est ce qu'on veut créer. Et l'autre chose aussi, Steve, il est gaucher. Oui. Ouais, c'est important nécessairement de toujours être en protection de rondelle. Il y en a qui ont tendance à mettre la rondelle sur le revers ici. Le joueur passe derrière, mais la rondelle est exposée au bâton du défenseur. Très bon point. Tu ne veux jamais exposer la rondelle au défenseur parce que si les joueurs ramènent la rondelle du côté, le défenseur met son bâton, tu viens d'intercepter la passe. Oui. Donc, toujours le plus loin possible du défenseur à l'opposé. Et donc, maintenant, on va créer de l'offensive. Parfait. Alors, ce que vous voyez à l'entraînement en animation 3D, c'est une séquence 2 contre 0 où, à 2 reprises, on incite nos joueurs d'avant à revenir vers la ligne bleue et à s'échanger la rondelle. Donc, il y a aiguillage, évidemment. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que le joueur en possession de la rondelle fait une remise arrière après avoir attiré. Donc, il simule, évidemment, on est à l'entraînement, il simule
un jeu d'attirer vers le défenseur adverse et ensuite remet à son coéquipier. Donc, il l'attire vers lui, le défenseur, remet la rondelle et son coéquipier part dans l'autre direction. C'est vraiment la séquence qu'on tente de mettre en place. Et rappelez-vous, le jeu d'attirer est essentiel, sinon la remise arrière n'est pas efficace. Elle doit en tout temps avoir l'effet surprise. Alors, sur cette animation, c'est une confrontation 2 contre 2 qu'on cherche à provoquer ou à créer, devrais-je dire. Donc, le joueur, là, comme vous le voyez, le joueur en possession de la rondelle va attaquer carrément entre les 2 défenseurs pour créer cette fameuse confusion qu'on veut avoir lors de l'aiguillage. Et en allant entre les 2 défenseurs, si ceux-ci ne réagissent pas, donc il va y avoir une brèche, une opportunité pour le joueur en possession de rondelle de se faufiler. Rarement, lorsqu'on joue à un très haut niveau, cette opportunité arrivera. Mais dans les plus petits calibres, là, dans les au hockey mineur et dépendant du groupe avec lequel vous travaillez, vous allez pouvoir exploiter cette zone parce que c'est une zone vraiment d'incertitude entre les 2 défenseurs, comme vous le démontre cette animation. Ensuite, si les taux se referment, bien là, à ce moment-là, il y a une passe arrière qui va permettre justement l'aiguillage, soit à son coéquipier, de venir chercher cette rondelle et d'attaquer le filet. Donc, c'est un exercice qui est exigeant, autant pour les défenseurs qui doivent contrôler l'espace entre le porteur du disque et eux-mêmes, également contrôler l'espace entre leurs 2, donc les 2 partenaires défensifs doivent contrôler cet espace. On est vraiment dans une situation où, encore une fois, là, on a une séquence qui nous sollicite énormément. Celle-ci, c'est vraiment une séquence à l'entraînement que vous devez répéter régulièrement afin d'avoir un certain niveau de synchronisme et de succès. Et rappelez-vous, l'aiguillage comprend l'effet surprise. Bonne semaine. Ouais, encore cette semaine, beaucoup de matériel très enrichissant. Tout à fait. Puis la semaine prochaine, Danny, on change de registre un peu. On va aller voir des joueurs de sport électronique, des joueurs qui jouent aux jeux vidéo NHL et qui ont une carrière qui est assez phénoménale quand même sur cet aspect-là. Je sais que c'est un aspect que les gens connaissent moins parfois, mais la semaine prochaine, on va le démystifier un petit peu plus au niveau des sports électroniques. De mon côté, ce que je vous propose, c'est comment on récupère les rondelles le long des rampes particulièrement lorsque celles-ci sont en mouvement. C'est toujours un peu plus complexe et c'est une situation où les gens ne sont pas toujours très confortables à savoir comment se placer, comment réagir et surtout comment la récupérer tout en prenant l'information pour faire un bon choix de jeu. Alors, ne manquez pas ça la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport, Captorder, Basse Sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.